Mesdames, Messieurs, je me présente, je m'appelle Jean-Paul Hébrard, je suis journaliste, animateur pour une émission qui s'appelle Power Boost sur TVA Gris et j'ai le plaisir d'animer les deux tables rondes à laquelle vous allez assister. Alors la première, c'est les technologies permettent-elles réellement, et réellement est important, de réduire les apports d'engrais azotés? Bon, on le voit, c'est vraiment le sujet d'actualité. J'ai le plaisir, pour en débattre, d'accueillir Charles Duval. Charles Duval, si vous voulez bien me rejoindre, vous êtes responsable innovation de Latitude GPS, on peut l'applaudir, suivi d'Alexis Heinz, responsable produit fertilisation et broyeur de chez Kuhn, Bruno Sapp, qui est ingénieur de recherche avancée d'ACO, qu'on applaudit aussi, ainsi que Simon Ritz, qui va pouvoir ainsi nous retrouver. Allez, on va démarrer par ACO. C'est quoi votre métier au quotidien, si vous voulez bien prendre un micro? Vous êtes ingénieur en recherche avancée, donc au sein d'ACO. Ça consiste en quoi, votre boulot? Alors, ça consiste en quoi, mon boulot? Oui, c'est une bonne question. D'inventer le tracteur de demain. Qui consomme pas? Qui consomme pas, ou qui consomme de la matière sèche ou des choses comme ça. Non, plus précisément, c'est vrai que c'est quoi de la recherche chez ACO? Oui, ça peut être de dire on veut un nouvel écran tactile à l'intérieur d'un tracteur ou on veut un nouveau moteur qui consomme 5% de moins. Mais ça concerne surtout, je pense, c'est quoi la machine agricole de demain? Et je dis pas le tracteur, je dis la machine agricole. Parce qu'on voit que les pratiques culturelles évoluent. Et par exemple, à la recherche chez ACO, on a maintenant des ingénieurs agronomes. On n'a pas que des mécaniciens, des électroniciens, ou que des ingénieurs voilà, purement basiques. En fait, la recherche, ça consiste à voir quelle sera l'agriculture de demain, quelles seront les pratiques culturelles de demain, et quel sera le tracteur de demain adapté à ces pratiques culturelles. Oui, mais Bruno, vous êtes sur une table ronde sur réduire les apports d'engrais grâce aux technologies. On n'est pas là pour parler de tracteurs, alors? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi je suis là? Parce que j'étais invité déjà, merci. Sympa. Pourquoi? Parce que en fait, quand on travaille sur le tracteur de demain et qu'on regarde les pratiques culturelles de demain, on a vu par exemple ce matin Sylvain Delzon parler de relais cropping. Alors le relais cropping, on travaille avec Sylvain depuis maintenant 4 ans. Il faut expliquer quand même en une phrase, le relais cropping, c'est le fait de... C'est le relais cropping, bon, Sylvain vous a bien expliqué ce matin quand même, j'espère, vous avez retenu la leçon. Mais en fait, c'est de mettre 2 cultures dans un même champ et de faire 2 récoltes une même année. Alors on ne dit pas 2 récoltes dans une même année, on est plutôt sur 3 récoltes en 2 ans. Et donc de pouvoir adapter la machine agricole adaptée au relais cropping, c'est pas une mince affaire. On s'aperçoit que là, quand on voit un tracteur actuel avec des roues qui font 23 cm de large, tirer un semoir, on voit que agronomiquement parlant, c'est pas terrible. Et du coup, on travaille là-dessus et on se dit quelle serait la machine agricole adaptée au relais cropping ou alors adaptée aux autres pratiques culturelles qu'on peut voir. Bon. Et puis, vous allez proposer des semoirs, différents matériels chez ACO. Oui, on fait pas que des tracteurs, on fait des tracteurs à Beauvais, bien sûr, mais on fabrique des semoirs, on fabrique des moissonneuses-batteuses, on fabrique des outils du travail du sol. On a des très bons semoirs et du coup, notre recherche à Beauvais au niveau de l'agronomie et du relais cropping nous permettra de dessiner le semoir de demain qui n'est pas conçu à Beauvais, mais qui est conçu aux États-Unis, par exemple. Et donc, voilà. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet, réduire les apports d'engrais grâce aux technologies. Charles Duval, vous pensez clairement que c'est la localisation sur le rang, voire même sur la plante, d'apporter l'engrais quasiment plante par plante? Je crois qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on peut équiper des semoirs qui n'ont pas forcément de fertilisation au moment du semis, mais aujourd'hui avec le rétrofit, on peut très bien le faire. Ce qu'il faut voir, c'est que par exemple l'UTB, quand on va rajouter de l'azote au moment du semis, dans la ligne de semis, juste à côté de la ligne de semis, notamment avec les technologies de précision planting qui permettent justement de faire ça,
on peut réduire la dose d'azote à peu près de 50 unités d'azote sans souci. Donc c'est des vrais enjeux. Alors après, est-ce qu'on va apporter d'une dose d'azote plante par plante? C'est aussi possible avec la modulation de dose, avec les équipements qu'on peut proposer dans les consoles avec Trimble, où on voit par exemple qu'on peut moduler jusqu'à 6 éléments différents dans la même console. Donc c'est quand même quelque chose qui permet d'aller vraiment vers la spécificité de chaque graine demain. L'ACS, pour vous, c'est aussi une voie importante? Alors l'ACS, vous avez peut-être vu du coup le semoir qui vient tout juste d'arriver d'Angleterre. C'est une première pour Latitude. Hein. Du coup, ce semoir, finalement, l'agriculture de conservation, vous l'avez entendu certainement ce matin avec Victor Le Forestier, hein, qui est dans la salle d'ailleurs, qui nous expliquait que en laissant les couverts, en semant dans les couverts, on pouvait faire des économies d'azote de manière assez importante, sachant qu'il faut respecter le rapport carbone sur azote. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il y a des étapes. Au départ, on consomme plus d'azote, mais quand on devient sur des systèmes à 4-5 ans, on devient sur des systèmes qui sont stabilisés, avec une matière organique qui commence à augmenter, la vie du sol qui s'installe, et finalement une fertilisation qui diminue. Et qui diminue de manière assez forte, puisqu'on peut aller jusqu'à 80 unités d'azote en moins sur un apport. Un 220 unités d'azote classique redescend du coup assez facilement. Donc c'est vraiment des gros enjeux, et je pense qu'il y a une belle histoire à écrire. Ouais, mais ça touche pour l'instant que 1 à 2% des agriculteurs. Donc c'est pas ça qui va régler le problème des 900 € la tonne, des factures qui vont s'aligner. Donc là, il faut aller chercher les technologies. Alexis, vous en avez des technologies qui ne coûtent pas trop cher, qui permettent réellement d'économiser? Oui, donc justement, l'objectif actuellement ou depuis toujours, c'est réduire les apports d'intrants ou en tout cas optimiser leur utilisation. Et ça passe par différents moyens. Donc déjà, de premier abord, c'est pouvoir calculer exactement ce dont on a besoin réellement. Donc ça part même avant l'utilisation de la machine. C'est que l'agriculteur prenne bien conscience du plan de fumure à prévoir. Puis après viennent les différentes étapes pour pouvoir réduire les excès ou en tout cas optimiser au mieux possible. Donc ça peut déjà passer par les coupures de section. C'est déjà les premières étapes. Rien que couper gauche-droite, les éléments de base, ça permet déjà de faire un gros pas. Ensuite, on a les coupures de section plus continues. Donc on va dire qu'on a autant de sections qu'on a de largeur de travail, donc des sections jusqu'à des coupures d'1 mètre. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et après, encore, il y a la modulation, donc c'est encore l'étape au-dessus. Donc on permet de valoriser différents référentiels. Donc là, c'est aussi l'histoire de valoriser les cartes. C'est toujours la question. On a des cartes de modulation, on a des cartes de sol, on a des cartes de biomasse. Il faut pouvoir les lire, les interpréter pour après appliquer avec les différentes technologies existantes pour pouvoir moduler justement les doses ou couper. Et donnez-nous quelques chiffres d'économie permis. Et là, du coup, les premières étapes, c'est rien qu'en ayant les principales missions d'un distributeur d'engrais, c'est de doser et de répartir. Donc il y aura la dose à apporter au bon endroit, puis après la répartition. Et donc là, si par exemple on passe avec une régulation, forcément chez Kuhn, on va promouvoir la régulation EMC, donc c'est l'indépendance gauche-droite, donc pour la dose d'apport, pour la dose à apporter et pour la bonne répartition. Et donc là, rien qu'en ayant un principe d'une régulation de ce type-là, on arrive déjà à faire des sacrées économies. Après, tout dépend du référentiel de base. Mais en gros, on arrive à avoir des précisions à 2% parfois de la dose exactement de ce qu'il faut épandre. Donc, et c'est l'objectif qui permet de réduire ces apports et surtout d'optimiser en fait. Alors Simon lui dit qu'on peut même économiser en amont de la technologie, c'est-à-dire la connaissance de la parcelle, déjà par l'agriculteur, ça peut être déjà un levier. C'est clairement un des aspects qui est le fondamental par rapport à l'approche en général. Les technologies, elles ont un potentiel énorme, très très important. D'ailleurs, il a été bien pris en compte dans le plan Ecophyto 2 et dans sa nouvelle version Ecophyto 2+, là, alors qu'il n'était pas pris en compte dans l'Ecophyto 1. Donc ça, c'était une belle avancée. Donc du coup, une vraie prise en conscience jusqu'au niveau politique du potentiel des technologies pour arriver aux objectifs du plan Ecophyto. Ça, c'est une vraie clé. Et donc, les outils, les technologies, déjà pour répondre à la question de base, Jean-Paul, les technologies, oui, ont un potentiel extraordinaire et peuvent être un levier très très important pour atteindre ces objectifs-là. Néanmoins, et ça c'est un des axes qu'on porte nous à Unilassal en tant qu'école,
le poids de la formation et de la connaissance de l'opérateur, de l'agriculteur est quand même souvent à la base et la clé pour des opérations qui soient au plus juste et au plus près des besoins. Et ça, c'est vraiment un aspect fondamental, et ça passe de base par une connaissance de plus en plus fine des parcelles, qui là aussi sont permises grâce aux technologies, avec des technologies d'arpentage en particulier ou autres. Donc, potentiel énorme, mais l'humain est au centre du dispositif, il faut toujours l'avoir en considération. Alors on a parlé effectivement donc de la connaissance à la base, on va voir un peu les outils, les OAD, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, je ne sais pas, Alexis par exemple. En France, on a misé beaucoup sur la cartographie, l'image satellite, ou Charles. On a un peu laissé de côté les capteurs quand même, les Allemands les utilisent beaucoup plus, les capteurs type N-Sensor par exemple. Les capteurs type N-Sensor ou Crop Sensor qu'on peut voir sur différents équipements ou ensembles, ont peut-être un peu plus de peine à se développer en France, même si certains secteurs sont quand même assez à l'aise avec ce type de technologie. Mais c'est vrai que selon les pays, donc, en comparant avec d'autres pays, on peut voir qu'en Allemagne ou même en Belgique, c'est des équipements qui sont plus à l'aise d'être utilisés, donc souvent aussi parfois issus de compagnies allemandes. Mais en France, on va être plus à même souvent d'utiliser des cartographies. Donc, il peut y avoir des systèmes satellites ou des survols par drone qui peuvent permettre d'établir ces cartographies. Ou même parfois en utilisant les cartographies de rendement et en les superposant avec les cartographies de résistivité du sol. C'est d'ailleurs souvent l'intérêt de chercher la précision en cumulant plusieurs cartographies. Parce qu'uniquement une cartographie biomasse, on va analyser la partie aérienne. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau du sol, on va être capable de valoriser le rendement et le potentiel. Donc c'est à chaque fois pouvoir bien avoir la part des choses et valoriser plusieurs systèmes. Et c'est vrai qu'en France, on est peut-être plus à même d'être naturellement attiré vers ce type de technologie que on va dire des capteurs parfois embarqués ou de la lecture en direct. Oui, puis historiquement, on a misé quand même beaucoup sur Airbus en France, qui nous a orienté vers les produits type Farmstar, alors qu'en Allemagne, on a plus misé sur les capteurs. Il y en a 10 fois plus, 100 fois plus par rapport à ce qui est commercialisé en France. Si on regarde un petit peu plus loin, ces technologies c'est bien, sauf que si on fait des cultures sous couvert comme on en parlait, ça ne marche plus la cartographie, l'image satellite. Et ben justement, on mesure le couvert. Oui, c'est là aussi l'importance, on va dire, de l'agronomie dans ces types de cartographie-là, de bien prendre en compte en fait les différents éléments. Donc par exemple, pour ne pas citer Farmstar, on peut aussi prendre l'évolution du couvert dans les cartographies de biomasse du coup qui sont faites, pour essayer de valoriser du coup ce qu'on peut repérer de ces indices-là pour le valoriser après. Parce que c'est vrai qu'en spécifiant le type de couvert, il y a des reliquats azotés à prendre en compte et l'apport d'azote de cette culture pour pouvoir le déduire du coup de la culture principale qui est l'objectif. Allez-y. Sur la partie finalement satellite, on voit bien qu'un outil peut être vraiment adapté à un moment donné, et quand on a un changement de pratique, finalement il est moins adapté. Donc c'est vrai qu'il faut être de plus en plus à même de proposer des solutions qui sont vraiment assez faciles à évoluer. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement le satellite a répondu à la première problématique, mais aujourd'hui la vie du sol, etc. vient aussi, donc du coup on a le haut et le bas, et tout ça, ça s'associe très bien. Mais c'est intéressant de voir comment le changement, effectivement, peut remettre en cause des types ou des générations d'outils ou de capteurs. De la même façon, le drone, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'aujourd'hui il est enterré, il n'est pas enterré? On va le voir réapparaître avec du NDVI ou pas? C'était l'indice de départ, hein. Le NDVI, c'est ce qui mesure finalement la biomasse, mais ça reste la petite partie visible de l'iceberg, on va dire. Je pense qu'il y a des capteurs qui vont sortir qui seront beaucoup plus efficients et beaucoup plus intéressants, mais il faut savoir aussi qu'un capteur, ça prend beaucoup de temps à sortir. D'ailleurs, c'est assez surprenant. On peut imaginer qu'un capteur, on en voit dans nos téléphones, etc. Enfin, ça évolue extrêmement vite. Et finalement, dans l'agricole, il n'y a pas des capteurs tous les jours, clairement. Mais l'outil drone, il garde son intérêt ou pas pour porter le capteur? Alors, pour porter le capteur, donc là encore, c'est quel besoin et à quoi il répond. Aujourd'hui, si on demande une précision centimétrique pour pulvériser, c'est pas encore forcément adapté. Ça, c'est une des premières réponses, mais c'est surtout aussi que pour que le drone, du coup, là on parle du coup du drone, il y a clairement une utilisation, je pense que sur la partie des herbages, sur les choses qui vont être d'autres besoins qu'on n'a encore pas aujourd'hui mis en évidence, mais c'est sûr que c'est un des vecteurs qui est capable de transporter un capteur et qui est capable du coup de fournir une information, mais au même titre
qu'un capteur embarqué sur un pulvérisateur ou sur un satellite. Ça dépend un peu de la problématique que l'on veut répondre. Donc c'est vrai que c'est un peu une réponse, mais c'est parce qu'elle est comme ça, cette réponse. Il faut segmenter. Autre évolution, vous en avez entendu parler, c'est bien sûr le carbone, le prisme du carbone qui va obliger à reconsidérer, et puis le coût de l'engrais aussi, ce qu'on va mettre dans les distributeurs d'engrais. On voit apparaître des petits pelés qui sont issus, par exemple Veolia, qui va proposer donc des pelés d'organo-engrais, par exemple, mais ce n'est pas les seuls. Là-dessus, est-ce que la balistique de vos distributeurs d'engrais est adaptée à ces pelés aujourd'hui ? Est-ce qu'on va repartir à zéro, à la préhistoire de la balistique des granules version pelée, ou est-ce qu'on a des choses assez précises actuellement ? Alors c'est sûr que la balistique va être modifiée puisqu'on n'est plus sur un granulé forcément rond, même si dans tous les types d'engrais n'ont pas cette forme-là. Donc forcément, ça va être impacté. Mais pour ça, en fait, via les OLDC, on est capable aujourd'hui de tester les différents produits et d'associer des réglages ou les meilleures préconisations à faire pour pouvoir répondre le mieux possible ces types d'engrais. Donc on a par exemple aussi de plus en plus, pour par exemple venir sur les viticulteurs, donc on a de plus en plus l'avènement de l'agriculture biologique, mais d'une manière générale un peu partout. Mais en viticulture, on a l'épandage aussi par exemple de ce type de pelés organiques, donc qui sont forcément moins concentrés, qui demandent donc des doses d'épandage souvent plus importantes. Et le fait de pouvoir les localiser, par exemple, directement au pied des vignes ou dans un verger au pied des arbres, quand on fait des arbres fruitiers, par exemple, c'est aussi un des premiers pas vers la réduction d'utilisation, puisqu'on ne fertilise pas l'interrant qui n'a pas besoin d'être fertilisé. Et on optimise du coup des produits forcément de plus en plus chers pour les placer là où on en a besoin. Et même ça en grande culture, donc en associant les bons réglages à ces produits spécifiques, on est capable aujourd'hui de pouvoir utiliser des produits différents et de s'adapter. C'est clair qu'on a besoin de suivre l'évolution des pratiques et c'est pour ça que nous, constructeurs ou agriculteurs, l'important c'est de discuter ensemble et de pouvoir avancer dans ces évolutions de pratiques. Parce que si on reste avec de l'engrais à 900 € la tonne, durablement, ce qu'on peut espérer, bien sûr que non. Mais cela dit, il y a aussi le carbone qui va amener de plus en plus l'économie circulaire à se développer. Est-ce que vous y travaillez déjà sur ces nouveaux systèmes qui vont être capables de faire de la précision avec des granules qui ne sont plus des granules mais des pelés ? Alors, dans ce type de distribution, il existe aussi différents moyens d'épandre. Donc il y a les deux technologies, il y a les distributeurs centrifuges et les distributeurs pneumatiques. On a par exemple aussi actuellement en version traînée un distributeur qui est capable d'épandre, on va dire pneumatiquement, ce type de produit. Donc là, c'est clair qu'on a tous les avantages d'un pulvérisateur, donc on a un système à base de rampe, on est sûr de pouvoir épandre n'importe quel produit sans type de réglage jusqu'au bout de la largeur de travail. Et donc ça, c'est clair que c'est les étapes, on va dire, de ce type de technologie. On est sur un mode différent d'épandage, on n'est plus sur du centrifuge, où on va devoir tenir compte de l'engrais, de la qualité peut-être de l'air aussi, son humidité ou du produit forcément, et de différentes autres conditions comme le vent, tout type de paramètres. Donc là, c'est clair qu'il y a toujours du potentiel à évoluer et à gagner en précision. Simon, on a peut-être des technologies qui vont être précises, mais est-ce qu'on a des agriculteurs qui sont précis ? Est-ce qu'on a de l'ergonomie qui est simplifiée pour faire qu'on arrive à le régler ? Et la formation des concessionnaires est-elle à la hauteur de la technologie qui est proposée ? Je ne ferai pas l'affront de poser la question à Bruno. Oh, bah, je suis sûr qu'il saurait s'en sortir. Hein. Oui, ça c'est vraiment le pendant de ce que je disais tout à l'heure. Le pendant de la connaissance de la parcelle, c'est la connaissance du matériel par l'homme. Et ça, c'est un des leviers très très importants aussi de gain en général. On a pu le voir notamment sur un peu moins en grande culture, c'était un peu moins étudié, mais sur des systèmes de culture type viticulture par exemple ou arboriculture, dans lequel on a des technologies qui permettent de diminuer de 40-50% la dose avec les panneaux récupérateurs et autres. On s'est aperçu que une fois que la technologie était dans l'exploitation, il y avait très souvent des déréglages très très importants des pulvés qui amenaient des erreurs de dose, mais donc du coup aussi qui augmentaient considérablement la consommation de produits. Et donc ça c'était un vrai frein, et donc du coup de façon assez surprenante, il a été constaté que pour répondre à ce problème, une volonté d'aider, de former des agriculteurs au réglage du matériel
Formations qui ont pas toujours eu le succès escompté, de façon un peu assez surprenante, et sur lesquelles il a fallu travailler beaucoup à la forme aussi pour les rendre didactiques, pour les rendre accessibles. Et c'est un peu ce qu'on voit avec les technologies. Les technologies, elles ont un potentiel extraordinaire, mais il faut de l'accompagnement, il faut de la personne, il faut de l'humain, il faut garder l'humain, encore une fois, au centre du système, au niveau de l'agriculteur, au niveau de la distribution, et remonter jusqu'au niveau du constructeur, ce que Bruno exprimait tout à l'heure avec la recherche sur l'agronomie qui est présente dès le bureau d'études. C'est vraiment clé. Donc, connaissance de la parcelle, connaissance du matériel, et on peut avoir une équation gagnante. Dans l'émission Power Boost, on a fait des reportages sur des robots qui étaient capables de localiser l'engrais. C'est une voie d'avenir ou pas, Charles? Oui, au niveau des robots, je pense que la page s'écrit là, progressivement. On voit que ça monte tout doucement, mais on a une évolution quand même qui est quand même bien, qui est certaine. Là, encore ce midi, on discutait justement sur ce sujet-là, et finalement. Les robots aujourd'hui, quand ils sèment, ils sont capables de localiser graine par graine. Ils savent exactement où est la graine. Donc, repéré par GPS, c'est-à-dire qu'ils repèrent dès le départ la graine pour apporter juste ce qu'il faut à la graine et pas avec des caméras. Voilà, et donc en plus ils sont autonomes en énergie, ils ont par exemple ils fonctionnent en panneaux solaires, enfin ça ouvre des voies vraiment intéressantes. Après c'est le débit de chantier qui est quand même un peu limité, etc. Il y a certainement des questions encore qui sont à lever, des vrais challenges. Il peut travailler jour et nuit. Il peut travailler jour et nuit, mais bon, tout ça c'est des... donc le robot oui peut le faire, et on le verra, mais... Bon, je pense qu'on est encore à une échelle encore un peu plus loin, mais sur des problématiques bien précises, c'est déjà le cas, de toute façon. Vous travaillez des robots pour l'apport d'engrais ou des robots tout court chacune? Alors là, juste si je peux encore compléter avant par rapport à notre sujet, c'est l'un des intérêts aussi, on disait avec, par rapport à l'humain qui est au centre de tous ces mouvements de technologie. Il y a aussi l'importance, c'est la communication entre ces différents équipements et technologies. Donc là, via l'Isobus, on voit que de plus en plus ça se développe, et c'est quelque chose qui est important parce que la compatibilité entre les différents systèmes, donc que ce soit un écran de guidage GPS ou la machine qui répond après aux préconisations du guidage, c'est quelque chose qui est de plus en plus important et essentiel pour faciliter la compatibilité entre les différents équipements, donc que ce soit côté tracteur, côté machine, ou même les solutions connectées qui permettent de transférer tout simplement une carte de modulation directement au terminal sans s'embêter plus. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Est-ce qu'on est réellement compatible ou pas avec Isobus aujourd'hui? Il existe après différentes versions d'entre guillemets Isobus. Il y a celles qui répondent clairement à la norme qui sont bus. Après, il y a parfois des ISO entre guillemets dans la marque. Donc il y a une marque qui propose la compatibilité. Simon, il n'est pas d'accord du tout. Il y a des compatibilités au sein d'une marque qui marchent très bien, et souvent on a toujours encore de temps en temps des soucis clairement entre différents constructeurs, et c'est pour ça que c'est important de continuer à travailler dessus et de développer cela. On n'est pas 100% compatible encore, intermarque. On y travaille. Bon, c'est très bien. C'est à vous de poser les questions à présent. Je vais prendre un micro, peut-être si vous pouvez partager le micro à chef, Simon. Qui souhaite poser une question? Ah, c'est la première, la plus dure. Allez-y, allez-y, allez-y. Les apports d'engrais, ça ne vous parle pas? Le prix, comment on va faire? Monsieur, vous êtes agriculteur, non? Oui, effectivement, je n'ai pas forcément de questions. Après, là, donc là, on a parlé de l'apport localisé. Il y a peut-être aussi le jus séqué de la racine. Est-ce qu'éventuellement, vous avez des essais sur des biostimulants? Peut-être pas forcément d'apporter l'engrais, mais faire que la plante récupère mieux l'azote. Il y avait, ça fait 20 ans, 25 ans, on entend dire de greffer des dosiers de poids sur du blé. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas des produits, des bactéries qui pourraient faire en sorte que le blé capte mieux l'azote, à l'image du colza? Qui souhaite répondre? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on focalise là-dessus, mais l'apport de bactéries, il y a des produits qui sont apportés. Gaillot, par exemple, apporte ça. Personne ne souhaite répondre? Si. Moi, je vais tenter un premier élément de réponse. C'est sûr que côté constructeur, maintenant, j'ai moins de réponses sur ce sujet-là. Mais on va dire que il existe tout type de moyens qui sont parfois promus pour pouvoir aider à mieux absorber parfois de l'azote, type les bactéries. Mais je dirais que
avant de parfois tomber peut-être dans ces produits-là, il faut amener en amont la réflexion côté agriculteur aussi, à essayer d'améliorer son sol. C'est ce qu'on avait l'occasion de voir, par exemple, ce matin aussi. Donc l'aboutissement d'un système qui arrive à être complet et autonome à terme, c'est forcément de favoriser peut-être le développement d'un bon environnement autour de la rhizosphère de la plante, qui permet forcément de faciliter le captage de certains éléments minéraux. Donc c'est sûr que c'est un ensemble de plusieurs pratiques, et donc c'est la connaissance du sol qui participe aussi forcément à valoriser peut-être ce qui est déjà dans le sol au lieu de devoir rapporter après. Charles. Peut-être une réflexion aussi, hein, puisque en fait, quand on apporte de l'azote, elle n'est pas forcément toujours valorisée. Donc on a cette notion d'efficience. Et je pense que l'apporter au bon moment est aussi très important. Donc il y a aussi un travail à faire. Je crois que l'efficience en azote, c'est 80%, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a encore une marge non négligeable sur ce sujet-là. Puis après, du coup, le sujet que tu évoquais, c'était les mycorhizes. Du coup, c'est tout cet aspect où plus on a de mycorhizes, plus on peut valoriser l'azote du sol. Ou bactéries. Ou bactéries, justement. Après, c'est très lent. Enfin, après, il y a tout un... Il y a beaucoup de recherches sur le sujet, justement, en ce moment, et je pense qu'on n'a encore pas les réponses, hein, par contre. Il n'avait pas prévu de parler, mais je vais lui donner la parole. Luc, de la coopérative Agora, on a la chance d'avoir une coopérative. Quel regard vous portez, vous, sur les plateformes d'essai, par exemple, sur ces questions de technologie et de réduction d'engrais? La première chose la première question que je poserais, il faut faire aussi attention par rapport à la réglementation. Puisque aujourd'hui, sur l'aspect réglementaire, notamment sur la fertilisation azotée, à l'automne, par exemple, on a le droit qu'à 10 unités d'azote. Donc déjà, on est limité par rapport à cet aspect-là. Et puis après, le matériel, il y a aussi une notion de coût et d'investissement, et il faut un retour sur investissement. Et aujourd'hui, on a du beau matériel, mais je ne suis pas toujours certain qu'on puisse avoir un retour économique intéressant. En tout cas, on n'a pas assez de données chiffrées pour pouvoir avoir une visibilité par rapport à nos agriculteurs pour qu'ils puissent investir dans ce type de matériel. Alors voilà, moi c'est mon avis. Ça veut dire que si on investit 30 000 euros dans des systèmes GPS, etc., on n'est pas certain d'avoir un retour sur investissement. Tout à fait. Ouais. Charles, elle est pour toi la question. Bah oui, je trouve que... Mais justement, c'est ça qui est important, c'est que le matériel qu'on vous propose, c'est intéressant justement de le tester et de l'évaluer. Et je pense que c'est plus on travaillera en synergie, et plus on aura cette réponse. Parce qu'on peut avoir la réponse de manière ponctuelle, par exemple... à l'altitude, on a une ferme, on teste le matériel, etc. On peut vous dire, par exemple, voilà, c'est tel retour sur investissement, mais votre ferme, c'est pas la même, etc., etc. Donc, je pense que c'est très important, mais j'insiste vraiment sur le fait de tester ce matériel et aussi de se dire que le besoin que vous avez aujourd'hui, ce ne sera pas celui que vous aurez demain, et que du coup, le matériel, soit vous le renouvellerez, soit vous apporterez des nouvelles technologies dessus. Et si je peux me permettre de compléter aussi, c'est sûr que la question souvent est difficile à répondre, dans le sens où on se pose toujours la question de est-ce que le matériel auquel je souhaite investir va clairement me permettre de faire des réductions économiques et me permettre d'améliorer la rentabilité de l'exploitation. Il faut aussi savoir qu'il y a des machines aujourd'hui, que maintenant je parle du côté Kuhn, même les machines les plus simples de base sont déjà compatibles avec de l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, souvent c'est un grand mot qui englobe plein d'éléments, mais rien que maintenant de la coupure gauche-droite, c'est le premier pas, rien que pouvoir couper entre ne pas y prendre à chaque fois pleine largeur, c'est déjà le premier pas. Là, on peut déjà faire des belles économies. Et même toutes les machines de série chez nous sont compatibles avec de la modulation de dose. Il suffit soit d'avoir un terminal externe qui puisse le guider, soit du terminal Kuhn qui puisse lire à nouveau et associer les commandes à donner à la machine. Mais de nos jours, on a quand même toutes les possibilités qui peuvent s'attirer selon forcément les budgets. C'est clair que plus l'automatisation va être, plus ça va être automatisé, plus il y aura des facilités, plus ça va forcément être un budget plus important. Mais même les systèmes plus simples, par exemple avec une application, qu'une EasyMaps, qui permet de se localiser dans la parcelle. Si on a une carte de modulation papier, on se scotche sur la pare-brise éventuellement, on faisait ça avant. Maintenant avec cette application, on sait exactement où est-ce qu'on est et on peut le faire manuellement. C'est déjà les premières étapes qui permettent de faire un pas dans cette recherche de rentabilisation.
Simon, je rappelle que tu es responsable chaire agromachinisme et nouvelles technologies d'Unilassal. C'est toi qui auras le mot de conclusion pour savoir si on a répondu à la question et qu'est-ce que tu en penses. Les technologies permettent-elles réellement de réduire les apports d'engrais azotés? On a vu que le matériel coûtait cher, on a vu que l'engrais coûte cher. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai déjà donné ma réponse. Je pense que les technologies ont un potentiel énorme. Mais la remarque de monsieur est importante par rapport au coût, et je reviendrai à un principe de base. L'homogénéité ou l'hétérogénéité de la parcelle, c'est quand même l'élément clé pour justifier de l'arrivée d'une technologie dans une exploitation agricole. Il faut qu'il y ait une justification technique, en l'occurrence, qui soit clairement établie. Et donc revenir, encore une fois, on va croire que je me répète, mais revenir à la connaissance de la parcelle et de l'humain, ça reste la base pour que ça puisse fonctionner efficacement avec les outils à disposition. Simon, Charles, Alexis et puis Bruno, merci beaucoup d'être venus pour débattre pour cette première table ronde. On les applaudit. Et on va attaquer directement la seconde table ronde. Quel levier agronomique pour gagner en autonomie azotée? Le mot-clé, c'est autonomie azotée.